Si je suis allée à l'Université Laval, curieusement, c'est pas du tout pour les recherches collectives qui commençaient à s'y faire, mais parce que j'avais fait mon mémoire de maîtrise à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, sur André Langevin. Et moi, ma formation est vraiment du côté, j'allais dire, plus des formes littéraires, des questions j'allais dire de texte, c'est mon époque, c'est ma génération, davantage de texte que de sociologie, sincèrement, au départ. Et donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur André Langevin, sur un roman qui pose beaucoup de questions, d'ailleurs, de forme, qui était très différent, ce roman, des autres romans qu'il avait précédemment publiés. C'est un roman qui n'a pas été très bien accueilli, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce qu'il présentait des difficultés, et je me disais comment je peux aimer tant un écrivain et ne pas aimer ce roman-là. C'est moi, c'est pas lui qui a manqué à sa tâche, c'est moi comme lectrice qui n'arrive pas à saisir ce qu'il veut dire par là, ce qu'est ce roman-là, comment il est construit, pourquoi il me rebute comme ça. Donc, en m'intéressant à André Langevin, progressivement, puisque son roman L'élan d'Amérique parlait beaucoup de questions politiques, parlait beaucoup de questions sociales, parlait de la place de l'art, de la littérature, de la culture dans nos sociétés contemporaines, dans l'Amérique. Donc, on est c'est un roman de 74, donc il y avait eu aussi les événements d'octobre qui sont présents en filigrane. Bon. Donc, forcément, en m'intéressant à ce roman, au départ, c'était pas pour ces raisons-là, mais très rapidement, j'ai dû m'intéresser, j'allais dire, au contexte ou à l'histoire qui était mise en scène d'une façon ou mise en question dans ce roman. Et de là, donc, m'est venu un intérêt pour ce qu'on appelait le contexte, l'histoire un petit peu autour de roman, l'histoire dans le roman, mais l'histoire autour aussi du roman. Et bon, comme c'est connu, je peux en parler quand même. C'est l'époque où j'ai rencontré Gaston Miron, et là j'étais plongée aussi dans la vie littéraire, dans l'actualité de la vie littéraire. Et je découvrais ce qu'était un éditeur, ce qu'était un livre à éditer, ce qu'était le milieu littéraire, la vie littéraire. Donc, il y a plein de questions que je voyais en observatrice. Et de l'autre côté, donc, des questions littéraires qui m'intéressaient de plus en plus, notamment la question de la langue. Parce que André Langevin a été un des grands défenseurs, évidemment, de la langue française au Québec, mais surtout de l'unilinguisme au Québec et de la qualité de la langue. Il a été très critique. On a publié, il n'y a pas longtemps, réuni ses essais. C'est Karim Larose qui a fait un livre remarquable là, en présentant tous les essais d'André Langevin, qui s'y était refusé à ce qu'on réunisse ses essais. Il était assez malcommode les dernières années de sa vie. Il était très déçu de ce que le Québec était devenu. C'était pas un partisan du joual, loin de là. Et donc, ces questions de langue par André Langevin m'intéressaient aussi. Et donc, je suis venue à l'Université Laval pour l'histoire littéraire d'une certaine façon, mais parce qu'un numéro d'études littéraires avait été consacré à André Langevin, puis j'avais adoré les textes que j'avais lus, qui étaient signés par des professeurs de l'Université Laval, dont Denis Saint-Jacques, qui n'a jamais plus travaillé sur André Langevin. C'était tout à fait un hasard, m'a-t-il dit après, mais Denis Saint-Jacques a été capital dans ma formation, était très important. Et André Goulet, donc tous ceux qui ont participé au numéro qui étaient de l'Université Laval, donc je me sentais en affinité avec eux, en une sensibilité, j'allais dire, à des questions, à une façon de travailler. Donc je suis venue pour ça au départ. Et la question de la langue, oui, mais je ne savais pas encore comment j'allais l'aborder. Je pensais l'aborder davantage du côté dans les œuvres. Et finalement, avec les séminaires que j'ai suivis, les discussions avec Denis Saint-Jacques, notamment, c'est là que j'ai découvert, grâce à Denis, donc les textes de Pierre Bourdieu,
le fameux marché des biens symboliques que j'ai lu, relu 100 fois en ne comprenant rien les premières fois. Et progressivement, c'est comme apprendre une langue étrangère. Tout à coup, là, c'est devenu très, très, je dirais, lumineux. Pas clair peut-être, mais lumineux dans le sens que ça me permettait de comprendre beaucoup de phénomènes de l'histoire, de la littérature du passé jusqu'à l'époque plus contemporaine. Mon ambition première, c'était de suivre ces rapports de langue et littérature jusque vers les années 1960, même 70. Parce que cette crise de la langue a évidemment concerné de très près tous les écrivains. Hein? Chaque fois qu'on se dit, mais en quelle langue faut-il écrire? Quelle est la langue du Québec? Quelle est notre langue? Il y a des répercussions, il y a des écrivains derrière qui se disent, moi, c'est pas tout à fait ça, ou oui, c'est ça. Donc, la langue commune, qu'est-ce que c'est qu'une langue commune pour un écrivain? Évidemment qu'il peut en faire ce qu'il veut, mais dans les limites de son héritage et de la réception qu'il peut évidemment espérer. Tout au long du 19e siècle, en littérature, on pourrait en parler aussi parce que c'est passionnant au Québec ce qui se passe au 19e siècle quand même, c'est le modèle français qui s'impose. Hein? On essaie d'écrire comme des auteurs français et ce qui relève de la littérature, on dit aujourd'hui, ou même au 19e siècle, plus populaire, les contes, les légendes, les chansons, ça n'a pas un statut véritablement artistique ou littéraire pour les gens. Maintenant, oui, hein, on reconnaît tout à fait, par exemple, chez Louis Fréchette, que ce qu'il a écrit de plus intéressant, ce sont davantage ses contes que ses grands poèmes lyriques, épiques, qui, croyait-il, étaient du Hugo canadien. Bon. On se méprenait donc peut-être. Mais donc le modèle de langue et de littérature au 19e siècle est inspiré beaucoup de ce qui se faisait en France. Progressivement, l'école du terroir, toute cette idéologie où on valorisait donc le monde paysan, la langue aussi paysanne, la langue du terroir, mais en la mettant entre guillemets, en ayant du mal à faire ce que, au fond, Michel Tremblay et même Régent Ducharme aussi, ce qu'ils vont faire beaucoup plus tard, se l'approprier, puis en faire un matériau littéraire à proprement parler. Mais c'est quand même présent à ce moment-là dans des aspirations littéraires qui sont pas tout à fait franches ou qui ne parviennent pas à se dire vraiment comme elles sont. Donc, c'est autour de l'École littéraire de Montréal, avec évidemment, Émile Nelligan, c'est toujours la grande figure, mais c'est une figure importante parce que ça va être une figure aussi qui va permettre de débattre. Donc, Camille Roy va commencer à imposer une image de la littérature canadienne et une image curieuse. Très curieuse, parce que Camille Roy, comme d'autres, je pense que c'est des gens aussi d'une façon, des écrivains aussi un peu plus conservateurs, vont prendre sur eux, d'une certaine façon, tout ce qu'on a dit de négatif sur la langue canadienne. C'est une langue du 17e siècle, c'est une langue ancienne, c'est une langue pauvre. Mais il faut, avec ce matériau, travailler à une littérature nationale. Donc, on voit bien qu'il y a un discours un petit peu paradoxal. D'un côté, la langue suffit pas à la littérature, comme elle est. C'est une langue pauvre, une langue de gens peu instruits. Et de l'autre côté, on va avoir une littérature nationale différente de celle de la France. Bon, alors, on s'inspire des paysages de la Laurencie, on s'inspire de la vie paysanne. Donc, tout ça est un peu mollasson, je dirais, jusqu'à l'École littéraire de Montréal, où là, l'école, on oublie toujours ça, mais le regroupement des poètes et des écrivains se nomme école, mais l'école dans le sens premier, pas tant école littéraire comme on l'entend au 19e siècle ou à différentes époques. C'est école d'apprentissage. On va apprendre à mieux écrire, apprendre à mieux parler, mieux connaître notre langue. Donc là, il y a une réappropriation, d'une certaine façon, de la langue pour des écrivains. Donc,
autour de Nelligan, ce qui va, évidemment, Nelligan aussi a ses grandes influences, notamment Baudelaire, les poètes décadents, donc lui aussi a des influences. Mais il s'assume comme écrivain à part entière, comme jeune poète. Il rêve de publier à Paris. Il a une ambition littéraire, j'allais dire, totale. Ce qu'on n'avait pas vu jusque-là. Donc, c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler d'autonomisation, parce que c'est les critères artistiques, les critères d'art qui vont primer sur les critères ethniques, ethnologiques, donc traditionnels. Donc, il y a un personnage d'écrivain qui naît là, tu sais, c'est une figure. Crémazie l'a été au 19e siècle, mais on pourra en reparler. Gilles Marcotte a bien montré comment c'est par souvent son silence et son retrait et son exil qu'Octave Crémazie est davantage une grande figure d'écrivain que par sa production elle-même, tu sais.